Merci, professeur Lerdir. Ravi d'être parmi vous. Je tiens vraiment à remercier le comité scientifique de m'avoir invité pour participer de ce deuxième séminaire d'association franco-tunisienne de pneumologie. Et un grand bravo pour votre activité que vous avez présentée, professeur Assad Farfer, et votre soutien pour la Tunisie donc en pandémie Covid. Donc effectivement, on va essayer de voir un peu le bilan pré-thérapeutique à proposer chez le patient nouvellement diagnostiqué Covid. Excusez-moi, j'ai un petit vertige, donc je ne peux pas faire beaucoup de retours par rapport à l'écran. Donc je vais regarder l'ordinateur. Donc je n'ai pas de lien d'intérêt direct avec cette présentation. Alors pour le syndrome d'apnée hypopnée obstructive du sommeil, comme vous le savez, c'est une maladie qui est évolutive et qui est responsable de nombreuses complications qui menacent le pronostic fonctionnel mais également vital des personnes apnéiques. Et dans cette petite série tunisienne que nous avons publiée en 2010, on a retrouvé en fait les complications rapportées dans la littérature de notre population tunisienne d'apnéiques en termes de complications cardiovasculaires, complications métaboliques, avec le risque d'accident vasculaire cérébral et également le risque des accidents de la voie publique, en plus bien sûr du retentissement de cette maladie en termes de conséquences cognitives et de la perturbation de la qualité de vie de ces patients. C'est une pathologie qui a des mécanismes physiopathologiques très polymorphes, à savoir, elle peut être liée soit à un obstacle anatomique. Vous avez comme exemple donc la graisse péripharyngée chez les personnes obèses ou bien les malformations crânio-maxillofaciales ou bien des anomalies fonctionnelles, notamment les obstacles dynamiques liés à une hypotonie des muscles péripharyngés ou bien un problème de la commande ventilatoire, en particulier dans les maladies neuromusculaires. Et de ces mécanismes physiopathologiques multiples découlent de nombreuses manifestations cliniques, ce qui a permis en fait de définir différents clusters différents. Et dans le registre national français publié en 2016, vous voyez, il y a 6 clusters qui ont été identifiés et qui diffèrent en fait en fonction des particularités épidémiologiques, si vous voulez, sociodémographiques plutôt, de la personne, c'est-à-dire l'âge de la personne, mais également les symptômes en termes de symptômes du SAS, mais également l'importance de la somnolence et l'importance de l'index d'apnée-hypopnée et la présence ou non de comorbidité. Donc, c'est une pathologie avec des mécanismes physiopathologiques multiples, anatomiques ou non anatomiques, avec des clusters cliniques différents, ce qui explique que le traitement, en fait, ne peut pas être univoque et il doit être vraiment précisé à la carte dans le cadre d'une approche personnalisée et de précision adaptée à la personne. Donc, du fait de cette hétérogénéité de la maladie, en fait, le traitement ne peut pas être résumé à l'unique ventilation par pression positive continue. Donc, il faut, pour certains patients, proposer des alternatives à la PPC. De l'autre côté, du fait de cette hétérogénéité également, l'efficacité en fait de ces différents moyens thérapeutiques, quel que soit le moyen qu'on va proposer, va varier d'une personne à une autre. Et également, l'observance au traitement proposé va être différente d'une personne à une autre. D'où toute l'importance de faire un bilan pré-thérapeutique minutieux avant de proposer un traitement à ce patient. En fait, dans ce bilan pré-thérapeutique, on va essayer de faire un phénotypage initial, c'est-à-dire localiser notre patient en fait dans un sous-groupe homogène d'apnéiques qui vont bénéficier d'un traitement particulier ou peut-être prendre des précautions également particulières en proposant un moyen thérapeutique, quel que soit le moyen qu'on va proposer. Alors, vous voyez ici, les moyens thérapeutiques pour traiter un patient apnéique sont très variés et toujours c'est expliqué par l'hétérogénéité de cette affection. Et à côté de la ventilation par pression positive continue, donc il y a l'orthèse d'avancée mandibulaire, la réduction pondérale, le traitement positionnel, le traitement chirurgical ou d'autres moyens dont actuellement le niveau d'évidence n'est pas encore très fort, mais qui constitue une piste vraiment prometteuse pour ces patients, notamment la neurostimulation du nerf hypoglosse ou l'apport de certains médicaments qui sont en cours d'évaluation et la thérapie myofonctionnelle dont je dirai un mot après. Et tous ces moyens, en fait,
chez une même personne, on peut proposer plus qu'un seul moyen thérapeutique dans le cadre d'une prise en charge pluridisciplinaire et le plus souvent combinée pour gérer cette maladie. Donc en fait, pour choisir un moyen thérapeutique, donc dans le cadre il faut faire ce bilan préthérapeutique. Et dans ce bilan, on va évaluer 3 paramètres essentiellement. Quel est le retentissement de cette maladie? Donc on va apprécier le degré de la somnolence diurne, les troubles cognitifs, on va évaluer les complications cardiovasculaires et métaboliques. Deuxième étape, on va évaluer le mécanisme à l'origine donc, de ce syndrome et donc on cherchera si c'est un mécanisme anatomique ou plutôt un mécanisme fonctionnel. Et dans ce cas, le bilan ORL trouvera toute son importance en plus du bilan dentaire, squelettique et orofacial. Et troisième élément, on va chercher une affection associée, en particulier une affection respiratoire, notamment la bronchopneumopathie chronique obstructive et le syndrome obésité-hypoventilation, que de fait d'une hypoventilation alvéolaire associée pourra également influencer notre décision thérapeutique, d'où la nécessité de faire un bilan respiratoire initial chez ces patients apnéiques. Donc je commence par la première étape, évaluer le retentissement du SAOS sur la somnolence. Et là, bien sûr, on commence par la clinique et on va poser la question aux patients sur le degré de somnolence. Mais comme vous savez, l'estimation de la somnolence varie d'une personne à une autre et donc il faut utiliser des moyens les plus objectifs possibles pour juger du degré de la somnolence. Et donc, nous avons une échelle qui est subjective, mais qui est vraiment validée, qui est l'échelle d'Epworth, qui permet, lorsqu'elle est supérieure à 11, de dire que le patient présente une somnolence diurne excessive. Toutefois, il y a certaines limites, en fait, à appliquer cette échelle, notamment, ça dépend des populations. Par exemple, en Tunisie, on a des fois du mal à appliquer l'échelle. On a beaucoup de personnes illettrées, on a des personnes qui ne conduisent pas la voiture et donc on essaye d'adapter en fait cette échelle-là en fonction de la population. Sinon, il y a des échelles objectives telles que le test itératif de latence d'endormissement, le TIL, ou bien le test de maintien d'éveil, ou plus simplement, il y a le test d'Osler qui peut le remplacer, qui est moins cher et plus facile à réaliser. Donc, ce qui est recommandé, en fait, lorsqu'on a une personne apnéique, de commencer par la question simple et demander au patient votre gêne quotidienne en termes de somnolence et essayer de objectiver ceci par l'échelle d'Epworth. Le recours à l'échelle, donc les échelles objectives, n'est pas de pratique systématique et donc on demandera un TIL parce que ces tests-là, il faut un laboratoire de sommeil, donc ce n'est pas des tests à réaliser donc facilement. Et donc un test itératif de latence d'endormissement sera proposé si on a une discordance entre la sévérité qu'on a trouvée en termes d'index d'apnée-hypopnée et le score donc d'Epworth évalué chez ce patient. Également pour le test de maintien d'éveil ou le mieux le test d'Osler qu'on a dit est plus simple à faire. Là c'est surtout pour permettre en fait aux conducteurs de reprendre leur travail après avoir reçu un traitement par PPC. Alors, le deuxième point c'est l'évaluation des troubles cognitifs. Alors vous savez, le syndrome d'apnée de sommeil donne un retentissement important sur la fonction cognitive mais le mécanisme, en fait, n'est pas très clair. C'est multifactoriel, les troubles cognitifs chez les patients apnéiques. Ça touche à peu près toutes les fonctions cognitives. Et, fait important, le traitement du SAS lui-même peut ne pas améliorer à 100% ces troubles cognitifs. Alors, les moyens pour évaluer ces troubles cognitifs, les tests en fait sont nombreux. Il n'y a pas de consensus d'ailleurs pour quel test utiliser pour ces patients apnéiques. Et il n'est pas recommandé d'aller faire systématiquement ces tests. Il n'y a pas de consensus, ils sont nombreux. Donc il faut commencer par une évaluation clinique et essayer de rechercher ces troubles cognitifs sur la clinique. Et au moindre doute, à ce moment-là, on fera bien sûr ces tests objectifs pour évaluer le retentissement cognitif des personnes apnéiques. Et là, j'ouvre une petite parenthèse, c'est surtout chez les sujets âgés où ces troubles cognitifs sont fréquents, liés donc à un syndrome d'apnée de sommeil ou être associés tout simplement. Vous savez, les troubles cognitifs sont fréquents chez les patients âgés. Des fois, c'est un diagnostic différentiel même.
Alors, troisième étape, le bilan respiratoire. L'association du syndrome d'apnée de sommeil à des maladies respiratoires chroniques a été rapportée déjà depuis 1985 par Flandey qui a défini l'Overlap syndrome, l'association du SAS à des maladies respiratoires chroniques. Et parmi ces maladies, on cite essentiellement la BPCO dans la fréquence de l'association est de l'ordre de 0,5 à 1%. En fait, il n'y a pas un lien physiopathologique entre ces deux maladies, c'est essentiellement lié à la fréquence de ces deux pathologies dans la population générale. L'association également au syndrome obésité-hypoventilation, le SEH, elle est fréquente. Et si on prend la population des SEH, le SAS est présent chez 90% des sujets. Alors, le fait d'avoir un patient apnéique présentant une BPCO ou bien un SEH, ça va avoir un impact dans notre décision thérapeutique. Parce qu'il y a un impact, sur le pronostic, et ces maladies vont aggraver la désaturation nocturne classique du syndrome d'apnée de sommeil. Donc, en présence de ces maladies, ça va être plus grave. Le risque de développer une hypertension pulmonaire, une insuffisance respiratoire chronique, un cœur pulmonaire chronique, ça va être encore plus important. En fait, ça va être un risque parce que le SAS seul ne donne pas d'IRC. Donc, c'est en présence de ces maladies-là que le malade va développer une insuffisance respiratoire chronique et ça va majorer le risque de mortalité dans cette population. Également, le syndrome d'apnée de sommeil associé à ces maladies respiratoires va avoir un impact thérapeutique. Dans notre décision thérapeutique, parce que si l'hypoventilation alvéolaire prédomine la composante apnéique, donc notre choix pourra être plutôt une ventilation non invasive à type de ventilation à double niveau de pression, une BiPAP et non pas une CPAP. Et également dans le choix de la modalité de réaliser une titration, ça va être également différent. Les malades qui ont une hypoventilation alvéolaire importante, on va éviter la titration autopilotée, on fera plutôt une titration fixe chez ces personnes-là. Et quand vous voyez ici, cette étude qui a porté sur plus de 10 000 patients apnéiques, vous voyez le fait qu'il y a une BPCO associée, ça constitue un facteur de risque de mortalité chez les personnes apnéiques. À ceci, bien sûr, vous voyez que le risque d'avoir une obésité, d'avoir une insuffisance cardiaque, le fait d'avoir un diabète également, c'est des facteurs de risque de surmortalité chez les patients apnéiques. Alors, qu'est-ce qui comporte le bilan respiratoire? Il comporte une spirométrie. Elle doit être réalisée chez tout apnéique qui est obèse, qui présente une dyspnée d'effort ou qui est tabagique ou ex-tabagique. Il comporte la mesure des gaz du sang qui doit être systématique chez tout apnéique obèse ou un apnéique qui présente un syndrome intraventilatoire restrictif ou qui présente une saturation en oxygène à l'état de veille inférieur à 94%, ou qui présente une BPCO avérée et quel que soit le degré de sévérité de la BPCO. Également, il comporte une capnographie ou à défaut des gaz du sang au réveil, bien que la capnographie, c'est l'examen de référence à la recherche en fait de cette hypercapnie nocturne, notamment lorsque le syndrome d'apnée de sommeil survient chez un malade qui a une pathologie neuromusculaire ou qui a une kyphoscoliose sévère, il y a risque d'avoir une hypercapnie nocturne et donc il faut au moins, si on n'a pas la possibilité de faire la capnographie, je le dis parce que nous en Tunisie on n'a pas l'accès à cet examen facilement et donc on fait plutôt les gaz du sang au réveil pour avoir une idée sur la capnie nocturne. Alors le bilan cardiovasculaire, c'est également un élément important du bilan préthérapeutique vu que actuellement le niveau d'évidence en termes du risque cardiovasculaire de cette maladie ne fait plus de doute, surtout du fait du risque de l'hypertension artérielle, de l'insuffisance coronaire, l'insuffisance cardiaque et les troubles du rythme. Pour les troubles de conduction et l'accident vasculaire cérébral, le lien de causalité n'est pas très bien démontré, mais on sait que lorsque les personnes apnéiques font un AVC, il y a plus de risque de mortalité ou de récidive par rapport aux patients qui font un AVC et ne sont pas apnéiques. Et d'où la règle de rechercher ces complications, ces maladies cardiovasculaires chez toute personne apnéique. Alors, qu'est-ce qu'on va réaliser comme examen? En tant que clinicien, on commence par l'examen physique cardiaque et donc par la mesure de la fréquence cardiaque, voir le rythme régulier ou pas du cœur et donc un examen physique cardiaque complet. On réalisera
un électrocardiogramme et on va prendre la tension artérielle. L'examen tensionnel n'est pas systématique, il suffit tout simplement de commencer par la mesure de la prise de la tension des deux côtés. On oublie des fois de prendre les deux côtés. Ces patients sont exposés au risque de problèmes d'athérosclérose et donc on risque d'avoir une asymétrie dans la mesure de la tension, donc il faut la prendre des deux bras. Les complications métaboliques, là aussi, l'association entre SAS et complications métaboliques est très fréquente et elle varie aux alentours de 12,5 à 87% selon les études. Et dans notre série faite en 2015 qui a fait l'objet d'un sujet de thèse, c'était 181 sujets apnéiques qui ont eu une polygraphie, 68% avaient un syndrome d'apnée obstructive, avaient plutôt un syndrome métabolique. Et donc, sans qu'il y ait en fait, et vous voyez ici dans cette courbe, il n'y avait pas de corrélation entre la sévérité du SAS et le risque d'avoir un syndrome métabolique. Autrement dit, on doit rechercher ce syndrome métabolique, quel que soit le degré de sévérité du syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Alors, qu'est-ce qu'on va réaliser pour rechercher un bilan métabolique? Donc, quand on commence par les antécédents familiaux, les antécédents personnels, on prendra le poids, la taille, le tour de taille. Alors, le tour de taille, c'est surtout pour déterminer le type de l'obésité qui expose au syndrome d'apnée de sommeil, qui est l'obésité de type androïde, bien que dans notre série publiée en 2010, on n'a pas trouvé de différence en termes de type d'obésité chez les patients qui étaient hospitalisés pour une obésité, chez qui on a fait une polygraphie, et le fait d'avoir un SAS ou pas n'était pas influencé par le type de l'obésité. On prendra également la tension artérielle, puisque ça fait partie donc des paramètres, des critères d'un syndrome métabolique. On mesurera la glycémie à jeun et on fera un bilan lipidique qui doit comporter les taux de triglycérides, cholestérol total, HDL cholestérol et LDL cholestérol, en sachant que les sujets qui présentent un syndrome d'apnée de sommeil présentent souvent une hypertriglycéridémie plus fréquemment qu'une hypercholestérolémie. Mais on peut avoir les deux, bien sûr. Alors, quant à l'hypothyroïdie, la prévalence, en fait, chez les patients apnéiques n'est pas différente à celle de la population générale. Donc, il n'est pas recommandé de faire un bilan thyroïdien systématique chez tous les apnéiques. Toutefois, si on n'a pas un facteur de risque évident à la survenue d'un syndrome d'apnée chez une personne, on doit le chercher, on doit faire un bilan thyroïdien à la recherche en fait d'une forme fruste d'hypothyroïdie qui pourrait être à l'origine de ce syndrome d'apnée de sommeil. Mais sinon, on doit chercher cliniquement toutes les personnes au moins une suspicion d'hypothyroïdie, mais le bilan thyroïdien ne sera fait que s'il y a une suspicion clinique ou s'il n'y a pas une explication au syndrome d'apnée du sommeil. On arrive maintenant au bilan ORL, et je vais parler sous le contrôle de mon ami Dr Semia Sahtout, ORL ici. Donc le bilan ORL, j'ai dit que ça permet en fait de déterminer le mécanisme anatomique ou fonctionnel du syndrome d'apnée de sommeil. Et ce phénotype anatomico-fonctionnel est une étape importante à déterminer parce que ça peut constituer une contre-indication ou plutôt une difficulté pour instaurer un des moyens thérapeutiques qu'on va proposer. D'où la recommandation de faire un examen systématique des voies aériennes supérieures. Toutefois, lorsqu'on dit un examen systématique, c'est un examen qui n'est pas obligatoirement fait par un ORL. C'est un examen qui sera fait par le somnologue, spécialiste ORL, pneumologue, cardiologue, donc par le somnologue. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le somnologue non ORL ou ORL, parce que ça peut être un ORL également. Donc, il va rechercher les anomalies morphologiques à l'examen déjà. Donc, il va mesurer le tour du cou, chercher un rétrognatisme ou bien micrognatisme. La taille, il va évaluer la taille des amygdales, la longueur du voile, le volume et la dorsalisation de la langue. Dorsalisation de la langue, ça veut dire la langue qui crée cette forme, voilà, cette dose, et qui va majorer le volume de la langue. Donc, il suffit d'ouvrir la bouche du patient pour voir tout ça. Et chercher un symptôme clinique en posant la question au patient, est-ce qu'il y a ou pas une obstruction nasale? Alors, une obstruction nasale peut avoir plusieurs étiologies, ça peut être allergique, ça peut être également lié à une déviation de cloison ou bien une polypose naso-sinusienne ou bien une hypertrophie des cornets. En fait, si on trouve
une anomalie morphologique ou bien une obstruction nasale, il est recommandé d'aller faire un examen ORL maintenant par un spécialiste ORL. Sinon, on peut être amené également à demander cet examen ORL par le spécialiste si on va proposer une autre alternative à la PPC. Donc, si on va proposer de traitement par orthèse ou chirurgie ou autre, il faut faire un examen ORL. Vous allez voir après parce qu'il y a des contre-indications. Ou si, après avoir mis le patient sous PPC, il y a une mauvaise tolérance de la PPC, là aussi, il faut aller voir qu'est-ce qui se passe donc grâce à un spécialiste en ORL. Alors, une fois il débarque chez l'ORL, quels sont les examens à réaliser? Il est recommandé de faire systématiquement une nasofibroscopie. C'est un examen qui est utile, qui est très performant pour évaluer les fosses nasales, le rhinopharynx, le pharynx, etc. Toutefois, c'est un examen qui est fait à l'éveil. Et donc, on n'a pas une idée, ça ne reflète pas ce qui se passe lorsque le patient dort. C'est pour cela qu'il y a actuellement développé l'examen du ORL qui est fait sous sommeil induit. En fait, c'est un examen qui est dynamique, qui essaie en fait de reproduire un peu ce qui se passe au cours du sommeil de façon physiologique. L'obstacle à l'origine de reprendre en fait l'obstacle qui est à l'origine du syndrome d'apnée du sommeil. Et donc, l'intérêt de cet examen, donc, c'est valider un traitement. On peut chercher au cours de cet examen une contre-indication à une alternative à la PPC, par exemple l'orthèse, ou bien chez un patient chez qui on a mis une PPC, pourquoi il y a l'échec, pourquoi l'index demeure élevé, pourquoi il y a une mauvaise tolérance, peut-être bien il y a un obstacle résiduel qui n'est pas visible à l'examen, donc fait à l'état d'éveil. Certes, l'examen ORL n'est pas, sous sommeil induit, n'est pas d'indication systématique. Il a sa place qui a été bien définie par la Société française d'ORL dans des recommandations publiées en 2022 et il doit être obligatoirement, et en fait il est recommandé chez les patients qui vont bénéficier d'une chirurgie des voies aériennes supérieures. Donc, si le moyen thérapeutique sera chirurgical, là il faut faire l'examen sous sommeil induit pour vérifier s'il n'y a pas en fait une obstruction vélo-amygdalienne prédominante parce que ça constitue une contre-indication au traitement chirurgical. Également, si on hésite entre eux, on va proposer une orthèse ou bien un traitement chirurgical. Là aussi, il est recommandé de faire cet examen parce que l'orthèse, ça marche lorsqu'il y a un collapsus qui est concentrique rétrolingual. En dehors de ce collapsus, pour les autres causes en fait d'obstruction, l'orthèse ne marche pas. Également, si on va mettre en place un stimulateur du nerf 12, il est recommandé de faire cet examen parce que ça marche lorsqu'il y a un collapsus non concentrique du vélo-pharynx. Alors que dans les autres situations, par exemple une hypertrophie des amygdales avec un grade 3 ou 4, ou bien si vraiment il n'y a pas d'autre alternative, on va proposer l'orthèse uniquement chez ce patient, il n'y a pas le doute sur un traitement chirurgical possible, ou si le SAS prédomine en sommeil paradoxal, il n'est pas recommandé de faire l'examen ORL sous sommeil induit. Alors, à côté de la nasofibroscopie ou bien l'examen ORL sous sommeil induit, qu'est-ce qu'il va faire le spécialiste ORL dans ce cadre de ce bilan pré-thérapeutique? Il va vérifier donc le tour du cou à la recherche donc, pour déterminer l'obésité de type androïde, chercher des anomalies maxillofaciales, rétrognatisme, micrognatisme, une étroitesse maxillaire, évaluer la taille des amygdales grâce au score de Friedman, évaluer la longueur du voile, le volume de la langue grâce au score de Mallampati. Il va également évaluer la dorsalisation de la langue avec le rétrécissement antéro-postérieur et transverse des espaces rétrovélaires, rétro-basilingual par des manœuvres dynamiques que peut-être Dr Sahtout connaît mieux que moi, ces manœuvres-là. Et il fera une analyse squelettique, surtout basée sur une céphalométrie. Et des fois, on peut aller jusqu'au scanner, voir l'IRM, surtout si on va proposer un traitement chirurgical ou bien une orthèse d'avancée mandibulaire chez le patient.
L'examen ORL doit comporter également le bilan dentaire et le bilan parodontal. C'est très important, surtout si on va proposer une orthèse d'avancée mandibulaire ou bien une chirurgie maxillofaciale. Et souvent, cette chirurgie, elle est précédée d'une orthodontie, souvent avant et après même. Alors, dans ce cadre du bilan préthérapeutique et toujours pour aider à la décision thérapeutique, actuellement, il y a eu pas mal d'études qui ont montré que le risque en fait de développer des complications cardiovasculaires n'était pas corrélé étroitement à l'importance de l'index d'apnée-hypopnée ou bien l'importance de la désaturation nocturne en termes de degrés ou en termes de durée. Et beaucoup d'équipes ont essayé de trouver d'autres paramètres qu'on va rechercher lors de l'analyse polygraphique ou bien polysomnographique qui peuvent prédire du risque cardiovasculaire que peut avoir notre patient. Tout ceci dans le cadre de ce bilan préthérapeutique. Donc le fait qu'il y ait ce risque-là, des facteurs prédictifs du risque cardiovasculaire, pourrait aider notre décision thérapeutique après. Et parmi ces paramètres, il y a la charge hypoxique, le burden hypoxique élevé, c'est la somme des aires de désaturation par rapport à la durée de sommeil ou d'enregistrement si on est en polygraphie, en pourcentage minutes durée donc par heure. Également l'amplitude de la chute de l'onde de pouls, ici. Alors la chute de l'onde de pouls, ça se voit, c'est lié en fait à un micro-éveil, ça témoigne en fait de la vasoconstriction périphérique liée à l'activation sympathique au cours de l'éveil. Et également, troisième paramètre, c'est l'amplitude de la tachycardie réactionnelle également. Ces trois paramètres sont actuellement incriminés et plus prédictifs par rapport aux anciens paramètres du fait du risque cardiovasculaire que peut avoir notre patient et qu'on doit en tenir compte dans notre décision thérapeutique. Et enfin, je termine par un autre bilan également préthérapeutique à réaliser et que peut-être n'est pas encore introduit dans nos habitudes en tant que somnologue, c'est le bilan lingual. Alors, le bilan lingual, c'est une étape importante et ça peut être en fait même, ça peut prédire même d'un moyen thérapeutique, la thérapie myofonctionnelle, qui est actuellement de plus en plus rapportée. Il y a pas mal de papiers sur cette alternative thérapeutique. Et dans ce bilan lingual, on va évaluer la position. Alors, ça peut être fait déjà initialement par le somnologue lui-même. Et après, bien sûr, au moindre doute, on fera l'évaluation par un orthophoniste ou bien par un kinésithérapeute, mais formé, bien sûr, à faire cette évaluation. Donc, on évaluera la position de la langue, la force de la langue, l'indentation des bords de la langue, le frein de la langue, l'enduration, la phonation, les parafonctions, hein, le fait de ronger ses ongles, par exemple, et le fait d'avoir une ventilation plutôt nasale ou bien une ventilation buccale. Alors ça, c'est des photos des malades chez qui on a fait un petit travail dans le service. C'était au départ, on a inclus 10 malades, mais 5 uniquement ont pu achever le protocole. Et on n'a pas pu démontrer en fait l'impact de cette rééducation linguale sur la sévérité de l'index parce que la durée était uniquement de 30 jours. Mais on a pu au moins voir et démontrer que déjà ces anomalies, donc ce bilan lingual est vraiment pathologique, c'était chez tous les patients. Donc il y avait un problème de la position de la langue, il y avait un problème chez tous les patients en termes de force de la langue, en termes d'endurance de la langue. Et bien que la période était courte, à J15 et à J30, on a eu une normalisation de quasiment tous les paramètres et on a repris ce travail depuis 2 mois maintenant et on est à 10 malades inclus pour une période plus longue sur 6 mois pour voir après l'impact sur l'index d'apnée-hypopnée parce que c'est un moyen qui peut être utilisé seul ou en association à d'autres moyens thérapeutiques chez les personnes apnéiques. Donc en fait, notre décision thérapeutique, certes, il y a la sévérité du SAS, bien sûr, qui va nous guider dans notre choix. Et cette sévérité qui est évaluée sur l'index d'apnée-hypopnée et sur l'importance de la somnolence. Mais ces 2 paramètres seuls ne sont pas suffisants, en fait,
pour prédire en fait de l'efficacité de ce traitement qu'on va choisir, d'où l'importance de ce bilan préthérapeutique qui permettra de creuser un peu dans le phénotypage de ces patients afin de préciser le retentissement, le type de mécanisme fonctionnel ou anatomique, les comorbidités associées. Également, d'autres pistes sont en cours d'exploration. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les nouveaux paramètres à en tenir compte lorsqu'on fait notre analyse polygraphique ou polysomnographique. Et donc tout ça, on ne doit pas oublier qu'on va traiter un patient et on doit tenir compte des préférences du patient, notre décision thérapeutique. Ce bilan, en fait, le fait d'insister sur ce bilan pré-thérapeutique, ça rentre dans cette nouvelle approche thérapeutique que nous devons en tenir compte dans la prise en charge de nos patients apnéiques. Il faut faire bien ce bilan pré-thérapeutique afin de donner vraiment le bon traitement pour le bon patient. Et je vous remercie.